Dans 2025, le nom de Farrah Fawcett revient partout avec un mélange d'admiration, de nostalgie et de curiosité renouvelée. Ces sculptures viennent d'être vendues aux enchères pour près d'un demi-million de dollars, rappelant que son talent s'étendait bien au-delà de l'écran. De jeunes célébrités font revivre son look post, des photos inspirées de son style, essayant de capturer une partie de la magie qui a défini une époque. Et comme toujours, la première chose que les gens remarquent, ce sont les cheveux. Ils sont entrés dans la pièce avant elle légers et vivants, impossibles à ignorer. Les salons de coiffure à travers le pays signalent une augmentation de 40% des demandes pour la coupe Farrah, comme si le monde s'était soudainement souvenu de ce que c'était que de briller sans s'excuser. Mais ce n'est pas la véritable raison pour laquelle son nom revient dans les conversations. Ce qui a véritablement ravivé la fascination du public, ce sont les nouvelles révélations sur les dernières années de Farrah Fawcett, des vérités qui ont été enterrées sous le glamour et le silence pendant des dizaines d'années. Des histoires font surface et révèlent comment Hollywood l'a traitée lorsque les caméras ont cessé de tourner, comment l'industrie qui a célébré sa beauté a souvent échoué à protéger son humanité. Ce qui s'est passé derrière les portes closes est troublant, voire douloureux à entendre. Farrah n'a jamais été qu'un joli visage figé dans un sourire d'affiche. Elle a mené des batailles que la plupart des gens n'ont jamais vues, portant un poids que la célébrité n'a fait qu'alourdir. Farrah Fawcett est née Mary Farrah Lenny Fawcett le 2,1947, à Corpus Christi au Texas. Elle est la cadette de 2 filles élevées dans un petit foyer conservateur où la discipline et la modestie rythment la vie quotidienne. Sa mère, Pauline Alice Evans, reste à la maison et transmet son héritage Choctaw discrètement par le biais de valeurs plutôt que d'histoire. Son père, Kenyon Martin Fawcett, travaillait comme entrepreneur dans le secteur pétrolier, un travail qui exigeait de longues heures de travail et dont le salaire était irrégulier. L'argent était rarement abondant et la famille a donc appris très tôt à vivre simplement et prudemment. Farrah a fréquenté l'école de l'église catholique romaine Saint-Patrick, où la structure et les attentes strictes ont laissé une empreinte durable. La routine est devenue une seconde nature, les règles sont devenues des compagnons familiers. Sa sœur aînée Diane, qui prendra plus tard le nom de Donna, a partagé ses premières années avec elle. Elles ont grandi dans les mêmes rues étroites, portant les mêmes attentes familiales, liées par la même pression tacite, de bien se comporter, de s'intégrer, de rester petite. Pourtant, même enfant, Farrah portait en elle quelque chose d'agité et d'éclatant. À l'âge de 5 ans, elle remportait déjà des concours artistiques locaux dessinant et sculptant, avec une concentration qui semblait bien supérieure à son âge. C'était comme si elle avait trouvé très tôt une porte cachée qui ouvrait sur la créativité et l'expression. Cette force d'attraction ne l'a jamais quittée. En grandissant, elle s'est naturellement mêlée à une autre force indéniable. Lorsqu'elle arrive au lycée W.B. Ray de Corpus Christi, Farrah n'est plus seulement la fille au talent artistique. Elle est la fille qui fait tourner les têtes dès qu'elle entre dans une pièce. Pendant les 4 années du lycée, elle est élue la plus belle, une distinction rare qui façonne discrètement sa confiance en elle. Les professeurs remarquent plus que son apparence. Ils voient de la discipline, la concentration et le sérieux sous le doux sourire. Avec le recul, beaucoup diront que les signes ont toujours été là, qu'elle avait un but à atteindre avant même de le comprendre elle-même. En 1965, elle obtient une bourse de beauté pour l'Université du Texas à Austin. Sur le papier, son avenir semble stable et sensé. Elle prévoit d'étudier la microbiologie, un choix qui plaît à sa famille et qui correspond aux attentes placées en elle. Elle vit à Mayfair House sur Pearl Street, rejoint la sororité Delta 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 et tente de s'adapter au rythme de la vie sur le campus. Mais la vie suit rarement le premier plan qui lui est proposé. Ses photos commencent à circuler, attirant l'attention bien au-delà de l'université. Elle est désignée comme l'une des 10 plus belles étudiantes et bientôt un publicitaire d'Hollywood la remarque. Cela semble soudain comme un interrupteur que l'on actionne sans crier gare. À tout juste 18 ans, Farrah a pris une décision qui a stupéfié les gens de son pays. En 1967, elle a abandonné l'université et s'est installée à Los Angeles, cherchant à devenir actrice avec un peu plus que de l'instinct et du courage. Il n'y avait pas de filet de sécurité qui l'attendait, pas de relations familiales puissantes qui tiraient les ficelles dans les coulisses. Il n'y avait qu'une force intérieure qu'il lui était impossible d'ignorer. Los Angeles ne l'a pas embrassée immédiatement, mais a plutôt mis sa détermination à l'épreuve. Les salles de casting ont rejeté ses demandes, les unes après les autres. Le travail étant rare, elle a accepté tout ce qu'elle a pu trouver.
Elle est devenue shampouineuse, a posé pour des publicités dans la presse écrite et a vécu prudemment comptant chaque dollar en attendant une chance d'être vue. Puis dans 1969, elle a fait un choix audacieux qui a divisé l'opinion publique du jour au lendemain. Farah a posé nue pour une séance photo d'Eskir et les réactions ont été explosives. Certains ont salué son courage, qualifiant cet acte de confiance et de contrôle. D'autres l'ont qualifié d'imprudent, voire de compromettant pour sa carrière. Les réactions ont été suffisamment fortes pour l'ébranler, pour qu'elle se demande si elle n'avait pas saboté son avenir avant qu'il ne commence vraiment. Pourtant, l'attention l'a rendu impossible à ignorer. Des portes qui avaient été fermement fermées ont commencé à s'ouvrir, même si ce n'était que de façon infime. À la même époque, ses cheveux deviennent indissociables de son identité. Au début des années 1966, elle adopte un style plumeux et ensoleillé qui lui semble naturel et qui fait écho aux vagues de la plage de son enfance texane. Les directeurs de casting sont d'abord sceptiques. Ils pensent qu'elle a l'air trop saine, trop américaine, trop facile à catégoriser. Mais le monde n'est pas de cet avis. Ce look explose et devient une vague culturelle. Les affiches et les magazines se vendent par millions et ses cheveux deviennent un symbole de la décennie. Ce qu'Hollywood considère d'abord comme une limitation devient ce qui la rend inoubliable. Derrière la brillance, Farah est restée profondément timide. Elle l'a ressenti même lorsque la célébrité s'est accrue. Ses parents espéraient toujours qu'elle rentrerait chez elle, qu'elle s'éloignerait d'une industrie qui leur semblait incertaine et dangereuse. En 1968, elle a brièvement essayé de prendre ses distances en se rendant au Japon pour être mannequin, pensant qu'un nouvel environnement pourrait lui apporter de la clarté. Au lieu de cela, elle a été confrontée à l'isolement et au choc culturel. Le fait d'être loin de chez elle lui a appris à quel point l'attention peut être lourde lorsqu'on n'a pas d'endroit familier où se reposer. Lorsqu'elle est retournée à Los Angeles, elle l'a fait avec une conscience plus claire d'elle-même. Si elle devait rester, ce serait selon ses propres termes. Les choses évoluent rapidement. Au cours de l'été 1968, elle signe en 2 semaines avec une grande agence de mannequins. À la fin de l'année, elle apparaît dans plus d'une centaine de publicités télévisées. Max Factor Noxzema. L'une après l'autre, son visage devient familier dans les foyers américains. On commence à l'appeler la fille d'à côté, une étiquette qui l'aide et l'enferme à la fois. Même à cette époque, elle se fixe des limites qu'elle refuse de franchir. Playboy l'appelle ainsi que d'autres offres lucratives. L'argent est tentant et les agents font pression sur elle sans relâche, lui rappelant que les séances de nu sont souvent le chemin le plus rapide vers la célébrité. Farah dit non à chaque fois. Ses refus lui coûtent du travail à court terme, mais ils la distinguent aussi comme quelqu'un qui ne veut pas se laisser entièrement définir par l'industrie. Elle fait ses premiers pas au cinéma en 1969 avec la Comédie Française. L'amour est une drôle de chose réalisée par Claude Lelouch. Tourné aux États-Unis avec des scènes tournées à Tucson en Arizona, le film sort en France le 3,1969. Son rôle est modeste, celui d'une étudiante qui n'a pas de texte, mais il lui permet de découvrir le rythme d'un vrai plateau de tournage et la pression qui l'accompagne. C'est un début tranquille, mais c'est un début tout de même. Dans 1970, elle décroche son premier rôle dans Myra Breckinridge, interprétant Marianne aux côtés de Raquel Welch. Basé sur le roman controversé de Gore Vidal, le film est chaotique, explicite et trouble dès le départ. Le tournage est tendu, l'histoire provocante, et le projet devient plus tard tristement célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Farah le décrira plus tard comme l'une des expériences les plus sordides d'Hollywood. Elle s'est sentie poussée par son petit ami de l'époque, Lima Jors, et le malaise a perduré longtemps après la fin du tournage. Le film a échoué sur le plan critique, mais paradoxalement, il a rendu son nom encore plus grand. À Hollywood, la célébrité grandit souvent même lorsque le travail s'essouffle. Entre 1969 et 1970, elle apparaît dans des rôles d'invités, dans des séries comme The Flying Nun et Mayberry RFD. Les rôles sont petits. Le public réagit chaleureusement, mais en coulisses, le même schéma se répète. Farah est vue admirée et consommée, alors que les parties les plus profondes de son être restent ignorées, préparant le terrain pour des luttes qui la suivront longtemps après que les projecteurs se soient éteints.
Les répliques ont été réécrites pour mettre en valeur son physique plutôt que son jeu. Elle s'est sentie enfermée, réduite. Cette frustration a fait naître en elle une nouvelle faim. Elle a commencé à vouloir des rôles avec plus de poids, des rôles où elle pouvait prouver qu'elle était plus qu'un joli visage. En 1968, elle rencontre Lee Majors sur un plateau de tournage italien. Leur histoire d'amour s'enflamme et devient une véritable machine à faire les gros titres. La visibilité de la jeune femme s'en trouve accrue, mais elle subit également des pressions. Selon les informations recueillies, Major souhaitait qu'elle abandonne le mannequinat pour se consacrer uniquement à lui et à leur relation. Ses amis ont remarqué le contrôle qui se cachait derrière le charme de la jeune femme. Farrah n'a pas plié, elle a continué à travailler. Pourtant, ce stress a semé des fissures qui allaient se creuser plus tard. Puis 1976 est arrivé comme un coup de tonnerre. Farrah a sorti une affiche en maillot de bain rouge photographiée par Bruce McBroom. Elle a explosé. Plus de 12 millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui en fait l'affiche la plus vendue de l'histoire des États-Unis. À un moment donné, plus de 6 millions d'exemplaires ont été vendus au cours de la première année seulement. L'image a fait d'elle un symbole culturel du jour au lendemain. Mais alors que le monde entier se réjouissait, elle se sentait mal à l'aise. Elle détestait être traitée comme un objet. Elle s'est battue pour ajouter des touches artistiques dans les prises de vue ultérieures, glissant même ses propres sculptures, essayant d'attirer l'attention sur son esprit et pas seulement sur son corps. La même année, elle obtient le poste de Jill Monroe dans Charlie's Angels. La série est diffusée pour la première fois le 22,1976 sur ABC. À la fin de la première saison, elle a attiré environ 59% des téléspectateurs. C'est presque tout le pays qui se penche vers un seul écran. Farrah est devenue un visage mondial presque du jour au lendemain. Les gens ont même plaisanté en disant que ses cheveux avaient fait l'émission. Pourtant, les journées sont brutales. Les tournages s'étirent sur 18 heures. La presse ne la laisse jamais tranquille. Et malgré tout cela, elle n'est payée qu'un demi-million de dollars par épisode, ce qui est moins que ce que l'on attendait d'une personne ayant un tel poids. La pression s'est accrue jusqu'à ce qu'elle craque. Farrah voulait de meilleurs scénarios. Elle voulait que Jill se sente plus intelligente et plus profonde. Les producteurs voulaient son image plus que sa voix. À la maison, les majors sont jaloux de sa célébrité, et les bagarres ajoutent à la pression. À la fin de la première saison, elle a déjà décidé de se retirer. En 1977, après seulement 8 épisodes, elle quitte la scène. Ce geste a choqué Hollywood. Elle a quitté un contrat qui aurait pu lui rapporter environ 7 millions de dollars. Les producteurs ont essayé de l'arrêter en l'augmentant à 6 000 dollars par épisode. Mais elle a refusé. Elle avait un autre calcul en tête. Son affiche à elle seule lui avait rapporté environ 400 000 dollars de droits d'auteur cette année-là, soit plus que son salaire pour toute la saison. Elle a demandé 10% des bénéfices du merchandising au lieu des 2% qu'elle recevait. Ils ont refusé. Ils ont alors riposté en intentant un procès pour un montant de 13 millions de dollars et ont fait pression pour qu'elle soit inscrite sur une liste noire. Le combat s'éternise bruyant et public. Finalement, il s'arrange. Elle revient pour 6 apparitions en tant qu'invitée. Mais les dégâts étaient en réel. L'industrie n'aimait pas les stars qui défièrent le pouvoir. Farrah a payé son courage par des années d'épaules froides. Pourtant, sa prise de position a changé les choses. Elle a montré que même la plus grande star pouvait être utilisée et qu'il était important que les acteurs se battent pour leur propre droit à l'image. À la fin de 1977, son visage était partout. Des boîtes à lunch, des jeux de société, des poupées et bien d'autres choses encore. Des millions de dollars coulaient à flot pour tous ceux qui l'entouraient. Farrah Fawcett s'est lancée dans Logan's Run en 1976, juste après son ascension dans Charlie's Angels. Mais dès qu'elle est apparue dans le rôle de Jessica, quelque chose a semblé clocher. Le film avait l'air énorme avec ses décors. Son éclat de science-fiction, sa sortie, le 23 juin 1976, et des stars comme Michael York et Jenny Agutter tirent l'histoire vers le haut. Même avec un box-office de 25 millions de dollars, les critiques revenaient sans cesse sur Farrah. Ils disaient qu'elle était le point faible. Elle a été précipitée dans ce rôle après avoir quitté Angels. Elle a à peine eu le temps de se préparer. Et cela s'est vu. Pour la première fois depuis qu'elle est devenue célèbre, elle a trébuché devant tout le monde. Puis est arrivé, quelqu'un a tué son mari en 1978, C'était censé être un mystère. Le film n'a rapporté qu'un 12e million de dollars pour un budget de 4 millions de dollars. Les critiques se sont tellement moqués du film que quelqu'un a même dit que le titre aurait dû être
Quelqu'un a tué sa carrière. Farrah partage l'écran avec son mari Lee Majors. Mais les scènes de baiser ont déclenché des rumeurs sur leur vie privée. Leur mariage craquait déjà sous la pression. Sa célébrité grandissante n'arrange rien. En 1979, ils sont séparés. En 1982, le divorce est prononcé. L'échec du film et le désordre à la maison ont montré à quel point la célébrité peut tout faire basculer lorsque les projecteurs se déplacent trop vite. Dans Sunburn in 1979, Farrah a tenté quelque chose d'audacieux. Elle a joué une arnaqueuse à Acapulco et a même fait ses propres cascades risquées dans l'eau. Mais le film n'a pas connu de succès. Il n'a rapporté que 6,7 millions de dollars et les scènes de nudité ont suscité plus de critiques que de curiosité. Elle a ensuite déclaré qu'elle regrettait de les avoir faites. Les critiques se sont empilées qualifiant le film de désordonné et lui donnant une nomination au Razzie pour la pire actrice. Cela a fait mal parce qu'elle avait essayé de sortir de l'image de son ange. Pourtant, chaque choix qu'elle fait semble l'enfoncer davantage dans des rôles qui ne lui conviennent pas. Saturn III arrive dans 1980 avec Kirk Douglas et Harvey Keitel à ses côtés. Mais les ennuis commencent bien avant la sortie du film. Le plateau était tendu et Farrah a été poussée vers des scènes explicites qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Une scène explicite avec Keitel a été coupée après que les spectateurs aient mal réagi. Le film ne rapporte que 6,5 millions de dollars et obtient des nominations au Razzie, dont une pour son interprétation. C'est un point bas qui montre à quel point la course à la célébrité cinématographique la malmène. Les choses changent en un instant avec la course du boulet de canon dans 1981, Le film explose au box-office avec 100 millions de dollars. Mais le succès s'accompagne de la douleur. Pendant le tournage en juin 1980, sa doublure. Heidi Von Bels a été victime d'un accident causé par une voiture mal dirigée et sans ceinture de sécurité. Elle est restée tétraplégique. Farrah en a été ébranlée. L'accident l'a marquée pendant des années et l'a poussée à s'éloigner des rôles physiques. Même dans un succès, elle a ressenti le coup de la précipitation hollywoodienne. Au début des années 1980, la répartition des rôles s'est enroulée autour d'elle comme un piège. Elle a refusé des rôles, même celui de Bond Girl, espérant quelque chose de sérieux. Des agents ont chuchoté que sa célébrité s'estompait. En 1981, elle auditionnait pour des feuilletons télévisés juste pour rester à flot. De mauvais investissements ont vidé ses comptes bancaires. Elle cachait ses difficultés derrière un sourire, mais elle savait qu'elle touchait le fond. C'était douloureux parce qu'elle avait été partout auparavant. Tout bascule à nouveau en 1984, Elle joue le rôle de Francine Hughes dans The Burning Bed, une vraie femme qui a mis le feu à son mari violent. Le tournage a été intense. Elle a répété pendant 2 semaines, s'est laissée enfermer dans un placard pendant 1 demi-heure pour ressentir la peur et a enduré de longues scènes de tribunal assises sur des chaises à dossier dur pour refléter l'inconfort de son personnage. Le cri culminant a été réalisé en une seule prise et a laissé l'équipe silencieuse. Lorsque le film a été diffusé en octobre 1984, les gens ont réalisé qu'elle n'était pas seulement la femme d'une affiche de maillot de bain, elle a été nommée aux Emmy Awards. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue une véritable actrice dramatique. La même année, elle apparaît dans The Guardian, dans le rôle d'une avocate de la défense qui se bat contre des cas de maltraitance d'enfants. Son interprétation est très crue, mais NBC coupe certaines de ses scènes les plus fortes pour respecter les règles de diffusion, ce qui la frustre. Seuls 6 épisodes ont été diffusés, mais le public a pu ressentir l'intensité qu'elle a apportée, même à travers les montages. Cela a montré comment elle a toujours essayé d'aller plus loin, même lorsque le système l'a fait reculer. 1 an plus tôt, elle jouait à Broadway, la pièce brutale Extremities in 1983, dans laquelle elle incarnait une femme qui retournait sa veste contre son agresseur. Les combats étaient si réels qu'elle quittait la scène chaque soir avec de vraies ecchymoses. Des agents de sécurité se tenaient près de la scène parce que le public pensait parfois qu'ils devaient intervenir. Elle avait besoin d'une thérapie après les spectacles pour surmonter ses émotions. Mais le rôle a tout changé. Les critiques ont vu sa bravoure, les gens ont vu son sérieux. C'est le moment où elle a brisé son ancienne image pour de bon. Dans 1986, elle revient à la même histoire pour la version cinématographique d'Extrémité. James Russo joue son agresseur et ils tournent ensemble des scènes où les gifles et les coups sont réels. Après le renvoi du réalisateur original, elle improvise la plupart de ses répliques.
Environ 70% des dialogues proviennent de son instinct et non du scénario. Le film a rapporté 6 millions de dollars et lui a valu une nomination aux Golden Globes. Il a suscité des débats sur la violence à l'égard des femmes, mais il a aussi prouvé qu'elle pouvait porter quelque chose de sombre et de lourd avec une réelle force. De petits sacrifices dans 1989 l'ont poussé encore plus loin. Elle a joué Diane Downs, une mère qui a tué ses propres enfants dans 1983. Farrah a étudié les transcriptions du procès et les séquences d'actualité et a façonné une performance si effrayante qu'elle lui a valu une autre nomination aux Emmy Awards. Les gens se sont interrogés sur l'éthique de la représentation de vrais criminels, mais personne n'a douté de ses compétences. Elle a montré le chemin parcouru depuis les premiers jours où les critiques la qualifiaient de bois. Aujourd'hui, c'est elle qui porte des films entiers sur son dos. Dans 1991, elle rejoint Ryan O'Neal dans Good Sports, mais en coulisses, les choses se gâtent. L'alcoolisme de Ryan O'Neal entraîne des réécritures et des retards. 17 épisodes seulement sont diffusés. Farrah tenait souvent les scènes ensemble en improvisant quand il ne pouvait pas jouer. L'émission est morte après une saison, mais son professionnalisme a impressionné tout le monde autour d'elle. Elle a continué à avancer, même quand tout le reste trébuchait. Ruby Cairo, dans 1992, joue le rôle d'une veuve qui poursuit la fortune secrète de son mari d'un pays à l'autre. Le film, dont le budget s'élevait à 15 millions de dollars, n'a rapporté que 7,7 millions de dollars et a perdu 9 millions de dollars. Les critiques lui reprochent l'intrigue et son accent inégal. L'échec est cuisant. Elle s'éloigne du métier d'actrice pendant un certain temps et se consacre entièrement à la sculpture, une activité qu'elle aimait discrètement depuis des années. En 1997, elle a surpris le monde de l'art avec une exposition solo de 19 sculptures en bronze de nus masculins. Certaines pièces étaient vendues à 300 000 dollars avec des inscriptions telles que Farrah Sept 9 gravées dessus. Les critiques se sont opposés à l'œuvre. Certains comparent ces détails à ceux de Rodin, d'autres les considèrent comme un hobby de célébrité. Pourtant, les collectionneurs les achètent et elle va de l'avant comme quelqu'un déterminé à être prise au sérieux dans un monde nouveau. Dans 1997, elle rejoint également Robert Duvall dans The Apostle, tourné dans la campagne de Louisiane. Il aime improviser les scènes alors qu'elle préfère la préparation. Cela crée des tensions. Le tournage a traîné en longueur et elle a même dû faire face à des difficultés financières en raison de son propre investissement dans le film. Pourtant, le film a été salué pour son authenticité. Elle a également montré à quel point elle était prête à prendre des risques pour des rôles importants. Dans 1998, elle a brièvement incarné Robin Jones dans Ally McBeal. Ses scènes étaient drôles et incisives et les fans ont apprécié ses clins d'œil ludiques au passé de son ange. Elle a choisi de ne pas rester pour une saison complète et a préféré des rôles plus profonds comme celui dans Hollywood Wives in 2003, Elle a préféré la complexité au confort. À la même époque, elle apparaît dans The Cookout in 2004 dans le rôle d'une riche mondaine qui fait irruption dans un barbecue. Ce film, dont le budget s'élevait à 10 millions de dollars, n'a rapporté que 12 millions de dollars. Les critiques lui ont attribué 5% sur Rotten Tomatoes. Les gens disaient qu'Hollywood ne voulait tout simplement pas confier des rôles sérieux à des actrices plus âgées. Farrah sentait ce poids, mais elle continuait à avancer quand même. Dans 2005, elle a laissé les caméras la suivre dans Chasing Farrah. On y voit son atelier d'art, sa solitude, après sa rupture avec Ryan O'Neal, et les moments tranquilles que la célébrité ne révèle jamais. Les audiences étaient modestes, mais son honnêteté a attiré l'attention. Elle ne se cachait plus derrière une image parfaite, elle laissait les gens voir la personne. Farrah Fawcett a épousé Lee Major le 28 1973. Tout cela ressemblait à un rêve se déroulant à l'intérieur de l'hôtel Bel Air. Elle aimait la culture indienne. Le mariage a donc été marqué par des couleurs vives de la musique et des rituels qui donnaient à l'endroit un aspect presque irréel. Les célébrités remplissent la salle, les caméras tournent. Tout le monde les appelle la royauté hollywoodienne parce que leur amour a commencé dans 1968 et qu'il n'a cessé de grandir au cours des premières années. Pendant un certain temps, tout semblait stable, presque parfait. Mais à 1979, les fissures étaient trop grandes pour être cachées. La célébrité de Lee, l'homme aux 6 millions de dollars, se heurtait à l'ascension de Farrah dans l'émission Charlie's Angels. Sa jalousie s'exacerbe. Il exige des dîners à l'heure.
Ils l'enferment plus d'une fois à l'extérieur de leur propre maison. Leur carrière les séparait et leurs disputes les éloignaient. En 1982, le mariage a pris fin. Les fans n'en revenaient pas, car ils avaient autrefois l'air d'un couple qui durerait éternellement. Après le divorce, Farrah s'est lancée dans une nouvelle tempête en tombant amoureuse de Ryan O'Neal dans 1979. Leur romance a brillé, puis s'est atténuée, puis est revenue pendant près de 30 ans. Ils se sont aimés profondément, mais ils se sont aussi disputés, et leur lien s'est souvent ébranlé. En 1985, leur fils Redmond est arrivé, les réunissant à nouveau. Pourtant, la réputation d'errance de Ryan ne l'a jamais quitté. Elle a finalement frappé Farrah de la manière la plus douloureuse. Le jour de la Saint-Valentin, dans 1997, elle a surpris Ryan dans sa maison de Malibu et est entrée pour le trouver avec une jeune actrice nommée Leslie Stephenson. Ryan a paniqué si vite qu'il a essayé d'enfiler son pantalon et a fini par mettre les deux jambes dans un trou, tandis que Leslie se cachait sous les couvertures. Farrah est restée calme pendant un moment, a demandé son nom à Leslie et a ensuite quitté la pièce. Plus tard, elle a dit qu'elle était dévastée, mais pas surprise. Leur relation ne s'est jamais complètement rétablie. La même année, Farrah a décidé qu'elle ne resterait pas silencieuse lorsqu'elle a découvert qu'elle avait été sous-payée pour sa performance dans Small Sacrifices, pour laquelle elle a été nominée aux Emmy Awards. Elle a poursuivi sa propre société de production en 1997 et a prouvé au tribunal qu'il lui devait plus. Elle a gagné 1,5 million de dollars. Hollywood ne savait pas quoi faire de cette somme, car les stars poursuivaient rarement leurs propres employeurs pour des questions de résidus. Les gens se sont éloignés d'elle, certains discrètement, d'autres ouvertement, mais elle a gagné le respect pour s'être battue pour sa valeur. Cela a montré à tout le monde qu'elle choisirait toujours l'équité plutôt que le confort. Sa force a été à nouveau mise à l'épreuve lorsque le producteur-réalisateur James Orr l'a agressée au cours d'une bagarre dans 1997. Selon les rapports, il a frappé sa tête contre le sol. Elle a été blessée. Il a été arrêté et condamné. Farrah a témoigné devant le tribunal et a révélé la facilité avec laquelle des hommes puissants pouvaient utiliser leur position pour nuire aux femmes. L'affaire a attiré l'attention nationale et a suscité de nouvelles conversations sur le traitement des femmes dans le monde du spectacle. Puis, il y a eu Greg Lott, une présence discrète dans la vie de Farrah qui est restée cachée au public pendant des dizaines d'années. Farrah l'a rencontré pour la première fois à l'université du Texas. Leur lien s'est étiré sur 30 ans, la plupart du temps, en secret. Ils se sont reconnectés dans 1998 et il est devenu son ancrage émotionnel alors qu'elle luttait avec Ryan. Ce n'est qu'après sa mort que l'on a appris à quel point elle était profonde. Son testament lui a laissé 100 000 $ confirmant tout ce qu'il avait prétendu. Cela a surpris les fans qui l'avaient toujours vu à travers une lentille glamour. La vérité montrait un côté plus doux et plus privé de son cœur. Son monde personnel n'a cessé de trembler dans les 1980 et 1990, alors que des rumeurs de toxicomanie la suivaient. Les gens chuchotaient surtout à cause du propre passé de Ryan en matière de toxicomanie. Farrah est entrée secrètement en cure de désintoxication en 1982 et a fait face à ses problèmes en silence. Pendant des années, elle a gardé cela caché. Puis, en 1997, elle en a parlé dans une interview de Playboy, essayant d'éliminer la honte entourant la dépendance. En septembre 2006, sa vie bascule à nouveau lorsqu'on lui diagnostique un cancer de l'anus de stade 0 à 59, La tumeur est décrite comme étant de la taille d'une fraise. Elle a commencé une chimioradiothérapie à l'UCLA et a refusé une colostomie parce qu'elle voulait conserver sa qualité de vie. En février 2007, le jour de son 60e anniversaire, les médecins ont annoncé qu'elle n'avait plus de cancer. Elle a fêté l'événement, mais elle s'est restée prudente. Elle ne voulait pas que le monde le sache encore. Puis en mai 2007, le cancer est revenu rapidement et s'est propagé à son foie. Cela a choqué tout le monde, y compris ses médecins, car la récidive s'est produite à une vitesse à laquelle ils ne s'attendaient pas. Après cela, elle a choisi de transformer sa douleur en quelque chose de visible. Elle a demandé à son amie Alana Stewart de tout enregistrer pendant son traitement. Au début, Alana a hésité, mais Farrah l'a poussée à l'honnêteté. Les images sont devenues l'histoire de Farrah
en 2009 et près de 9 millions de personnes l'ont regardé sur NBC. Le documentaire montrait ses visites à l'hôpital, sa perte de cheveux, ses nuits sans sommeil et la réalité que de nombreux patients cachent. Elle voulait que les gens voient la vérité et non la version polie que le monde reçoit habituellement. Toujours en quête d'espoir, Farah s'est rendue en Allemagne en 2007 pour suivre des traitements expérimentaux à la clinique universitaire de Francfort. Selon certains, elle aurait bénéficié d'une thérapie à base de cellules souches interdites aux États-Unis. Personne n'a confirmé ces détails, mais les traitements ont été douloureux et controversés. Elle a dû faire face à la barrière de la langue aux critiques des médecins américains et à de longues journées remplies d'incertitudes. Malgré cela, de nombreux patients ont admiré son courage parce qu'elle a osé regarder au-delà des options standards. Au cours de ces derniers mois, elle a apporté plus que la maladie. Cher a révélé dans ses 2025 mémoires que Farah voulait passer ses derniers jours dans la maison de Cher à Malibu près de l'océan. Cher a déclaré que Ryan avait refusé et lui avait dit que Farah pouvait rester chez lui à la place si elle voulait la mer. Cela a ajouté une couche compliquée à la dernière partie de son histoire. Ryan et Alana sont restés avec elle jusqu'à la fin. Pourtant, la révélation de Cher a amené les gens à se demander combien Farah avait enduré même dans ses derniers instants. Son testament de 2007 a laissé 4,5 millions de dollars à Redmond et a exclu Ryan au départ. Plus tard, il a reçu 23 millions de dollars pour des œuvres d'art, mais la majeure partie de sa succession est allée à son fils et à son père. Elle a également mis de côté 3 millions de dollars pour la Farrah Fawcett Foundation, qui est devenue son plus grand héritage. La fondation est devenue une force puissante dans la recherche sur le cancer, récoltant plus de 6 millions de dollars en 2025 et soutenant plus de 100 études dans le monde entier. Elle est restée impliquée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parler. Son action en faveur de soins abordables et de recherches alternatives a changé la façon dont les gens considéraient la philanthropie des célébrités. Farah est décédée le 25 juin 2009 à 9,28 du matin au St. John's Health Center de Santa Monica. Ryan et Alana étaient à ses côtés. Ses funérailles ont eu lieu le 30 juin à la cathédrale Notre-Dame-des-Anges. Elle a été enterrée au Westwood Village Memorial Park à côté de Rodney Dangerfield. Des amis de l'époque de Charlie's Angels sont venus lui rendre hommage. Les fans l'ont pleuré non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le courage dont elle a fait preuve en laissant le monde voir sa douleur. En 2025, son héritage n'a cessé de croître. Sa fondation a organisé un gala Tex-Mex Fiesta, auquel ont assisté des stars comme Martina McBride et qui a permis de récolter des fonds records. Sa coupe de cheveux emblématique a fait son retour la même année. Les salons ont enregistré une hausse de 40% des demandes pour la coupe Farah, après que les mémoires de Cher ont attiré une nouvelle fois l'attention sur son style. De jeunes célébrités ont copié son look sur les tapis rouges et les stylistes l'ont modernisé avec des couches plus douces et des sprays thermoprotecteurs pour l'adapter à la vie moderne. Même la franchise Charlie's Angels s'est appuyée sur son ancien modèle. Les reboots 2000 et 2019 l'ont utilisé comme modèle pour des femmes fortes, indépendantes et connectées. Dans 2025, Cher a révélé que Farah avait rêvé d'un autre reboot avant sa mort. Les fans ont revu de vieilles interviews et des clips en coulisses, se souvenant de la façon dont elle a façonné tout l'esprit de la franchise. Pendant ce temps, Redmond a fait face à ses propres luttes. Depuis 2008, il a dû faire face à des arrestations répétées liées à la toxicomanie. Le testament de Farah a placé ses 4,5 millions de dollars dans un trust qui ne lui a donné que des intérêts pour les frais médicaux en espérant que cela le protégerait. Pourtant, ces problèmes sont devenus une partie de son héritage aussi. Un rappel que même un amour profond et une sécurité financière ne peuvent garantir la paix. En novembre 2025, photos de la tombe commune de Farah et Ryan sont devenues virales. Ils reposent côte à côte à Westwood et les fans continuent de leur rendre visite, laissant des fleurs et des notes. À peu près à la même époque, les sculptures de Farah se sont vendues aux enchères pour des sommes atteignant jusqu'à 500 000 $, surprenant des gens qui ne savaient pas à quel point elle était douée de ses mains. Les mémoires de Cher, publiées le 19 novembre 2025, ont propulsé son histoire dans une autre vague d'attention. Le livre racontait le moment où Ryan a refusé à Farah son dernier souhait concernant l'océan. Les gens se sont disputés en ligne, ont partagé des clips, ont posté de vieilles photos et ont fait revivre son nom de nouvelles façons.
Sa vie est devenue un rappel de l'amour, de la douleur, de la célébrité et de la bravoure tous enchevêtrés les uns dans les autres.